Et un invité ce midi, le député Philippe Gomès, député de la seconde circonscription, mais qui ne sollicite pas un nouveau mandat. Philippe Gomès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors, on vous voit beaucoup ces derniers jours dans les médias. C'est en fait Oui. c'est une tournée d'adieu. Non, 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 non. Il se trouve que vous êtes la troisième émission que je fais, puisque je suis passé sur Calédonia et sur Anne Première, à partir du moment où j'ai indiqué que je ne me représentais pas. Donc non, non, c'est une manière de réaffirmer qu'il y a un moment pour chaque chose dans une vie, y compris dans une vie politique, même si souvent un homme politique finit par partir parce qu'il est mort ou parce qu'il a perdu les élections. Mais donc, moi, je crois qu'il faut savoir partir, a fortiori quand, comme c'est mon cas, on est le plus ancien élu du Congrès, ce qui est un titre de gloire dont on se passerait, puisque je suis rentré, j'étais le plus jeune. Voilà, vous avez obtenu votre premier mandat de conseiller en 88. Avril 88, j'avais 29 ans à l'époque, et aujourd'hui, donc quasiment 36 ans à la fin du mandat, 34 ans aujourd'hui. Bon, vous vous rendez compte, je ne sais pas si c'est un mariage d'une très très longue durée avec les institutions du pays et la vie publique. Donc voilà, il faut savoir tourner la page, et je considère que le temps est venu. Et puis en plus, je l'avais décidé en réalité depuis 2017, mais il fallait organiser ça dans la durée. 2017, c'est la fois où vous avez été élu pour la deuxième fois député. Votre premier C'est mandat ça. de député, c'est 2012. Hein. Euh, Parmi les raisons, parce qu'on va en reparler, mais il y a des gens que ça étonne quand même. Est-ce que la défaite de Calédonie Ensemble au provincial et en partie au municipal, ça a joué quand même dans votre réflexion et de vous dire, oh, ça y est, il est temps, il faut que je m'en aille? Non, non, pas du tout. J'ai passé déjà le relais dans ma vie. Enfin, ce que je veux dire, la mairie de la foi, je pense que j'aurais pu continuer à me présenter aux élections en 2008, en 2014, en 2020. Si j'avais bien travaillé, je pense que les Lafoyens m'auraient réélu. Donc en 2008, au bout de 3 mandats, quasiment 20 ans, j'ai décidé de passer le relais. Corinne Voisin a brillamment remporté les élections municipales, à la fois en 2008 et en 2014. Au premier tour, donc passer les relais, c'est quelque chose qui m'est, je dirais, naturel. Je considère que à partir d'un certain moment, c'était une formule de Sarkozy qui était assez juste. Le temps qu'on met à durer, on ne le met plus à faire. Voilà. Donc je crois qu'il y a un temps pour faire, parce qu'on a le désir, parce qu'on a l'énergie, parce qu'on a l'envie, parce qu'on a l'ambition, parce que voilà, c'est ce temps-là. Et puis après, il faut savoir tourner les pages dans une vie politique. Et là, en l'espèce, je considérais qu'à partir de 2017, j'avais dit aux miens, aux plus proches en tout cas, que c'était la dernière fois que je me présentais aux élections législatives. En 2019, j'ai dit que c'était la dernière fois que je me présentais aux élections provinciales, avant même que les résultats ne tombent. Voilà, il faut... on rendait compte, c'est même inhumain de rester élu 36 ans au Congrès, 36 ans de joute. C'est une fois Paul Néautine qui est venu au cours d'une séance. Et il prend sa chaise, il s'assoit en face de moi, vous savez, dans les travées du Congrès. Là, c'était une suspension de séance qui devait durer 10 minutes et qui a duré 2 heures. Donc on parlait, c'est le mandat de 2009. Et puis il me dit, tu te rends compte, on aura passé notre vie ici. Et voilà, c'est vrai. Alors après, c'est une vie choisie, c'est une vie qu'on a voulu, enfin en ce qui me concerne. Jacques Lafleur est resté 29 ans député. Ah oui, oui, mais Jacques Lafleur est resté 29 ans député, et je crois que si on n'avait pas monté l'avenir ensemble, il aurait pu continuer encore. Non, plus sérieusement, c'était une autre époque. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'époque des Chirac, des Mitterrand, au plan national, et des Lafleur, au plan local, c'était une époque dans un autre contexte culturel qui n'était pas un contexte comme celui qu'on a aujourd'hui, où la notion d'indépendance, à partir du moment où il a été élu en 1977, 78, pardon, a été prégnante dans le discours calédonien et a structuré la vie politique calédonienne. C'était l'époque des événements et de la résistance, donc l'impérative nécessité de se rassembler, parce que on était bien sûr tous inquiets face au chaos d'une guerre civile. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chaîne d'information continue. Enfin bon, c'était pas l'ORTF, mais c'était pas loin. Donc ce que je veux dire, c'est que les carrières politiques où on est élu et réélu, comme ça a été le cas pour Chirac, pour Mitterrand, pour Lafleur ici, sont des carrières politiques qui sont désormais terminées. Elles seront probablement beaucoup plus courtes qu'elles ne l'ont été jusqu'alors. Et puis parce qu'il y a aussi un désir de la population de renouvellement, de changement, qui est naturel, qui est légitime. C'est la société d'aujourd'hui, et la Alors, politique en paye également son tribut. on dit aussi que parmi les raisons de votre retrait, il y a vos affaires judiciaires qui fait que vous avez presque une nécessité de prendre du recul. Est-ce que c'est vrai ou non?
Ah, vous savez, si les affaires judiciaires m'avaient conduit à prendre du recul depuis Vous le seriez début. arrêté depuis longtemps. Ah bah oui, parce que franchement, je rappelle que Vous avez été il y a élu eu en non étant seulement, condamné. il y a eu non seulement l'affaire de la prise illégale d'intérêt dans Spot, où il a fallu que j'attende la cour d'appel pour être relaxé intégralement après quasiment 10 ans de procédure. Il y a eu l'affaire des non-lieux donnés par 2 juges d'instruction dans les emplois fictifs. Il y a eu l'affaire de Tracfin aussi, qui est venue ici comme par hasard. Démonter ma maison, mon bureau, etc., etc. Et puis pour ensuite qu'un classement sans suite soit opéré. Enfin donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la politique, et quelques-uns de vos amis le savent aussi, on est systématiquement mise en cause. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes utilisent en réalité les réseaux judiciaires pour essayer d'obtenir sur le terrain judiciaire ce qu'ils n'obtiennent pas sur le terrain démocratique. Bon, bah c'est ainsi, il faut faire avec. Hein. C'est comme les réseaux sociaux, ça fait partie de la vie politique. On peut simplement que regretter, la dernière affaire en question est quand même invraisemblable, que j'ai été condamné à une amende à ne pas payer pour avoir défendu l'intérêt général au nom de je ne sais quel principe, contrairement à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat ont dit encore il y a peu, c'est-à-dire quand je dis il y a peu, il y a 6 mois, débat, D'ailleurs, prise globalement, illégale d'intérêt, ça peut être qu'une atteinte à la probité, et aucune atteinte à la probité n'a été constatée dans ce dossier. Enfin, peu importe, ça fait partie aussi de la vie politique. Regardez, le ministre de la Justice est mis en examen, le Cornu est mis en examen, etc., etc. Enfin bon, on en a un peu partout, de tous les côtés. Et puis même, la ministre de la Santé a été mise en examen pour avoir mal géré l'affaire du Covid. Donc bon, il y a un absolument. problème plus global qui est celui des rapports entre l'autorité judiciaire et les pouvoirs publics aujourd'hui. On voit bien les procès multiples de Nicolas Sarkozy, par exemple, en témoignent. On voit bien que voilà, l'autorité judiciaire telle que prévue dans la Constitution aujourd'hui n'est plus, comme ça a pu être le cas pendant une époque, un élément de régulation, mais peut être un élément de combat. Bon, donc ça, c'est pas. Donc il faut. Les assises de la justice qui ont été initiées par le président de la République Emmanuel Macron avant la deuxième élection, j'espère qu'elles aboutiront à trouver de nouveaux équilibres où la justice prendra la place qu'elle doit prendre dans notre société, toute sa place, mais rien que sa place. Ah ben, vous restez optimiste, c'est bien. Donc, C'est nécessaire. vous avez décidé de vous retirer, mais curieusement, Philippe Gomez, depuis que vous l'avez annoncé, personne ne croit à votre retrait. Vous le savez bien. Ça se dit, tout le monde dit non, il plaisante. Votre vieux complice ou vieil ami ou jeune camarade Harold Martin le disait à votre place là, il y a quelque temps. Mais non, Gomez, je le connais, il va jamais se retirer. Ouais. Comment convaincre les gens que vous êtes vraiment parti et que vous allez vraiment partir? Parce que mon parcours témoigne que quand je dis que je sors, je sors. À la mairie de la Foi, tout le monde pensait que non, bah, j'allais rester, il n'y avait pas de raison que je parte, pourquoi j'allais partir. J'avais qu'à rester même en titre, c'est pas grave, les adjoints feraient le boulot. Non, non, à un moment, il faut un désir suffisant, une volonté suffisante pour continuer à exercer tel que je l'entends, c'est-à-dire de manière pleine, entière, engagée, à fond, un mandat. Et en l'espèce, il n'est pas anormal de considérer qu'au bout de 36 ans d'exercice des mandats, je puisse ne plus avoir le même désir ou la même énergie. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que vous savez bien qu'à partir du moment où on met un chiffre 6 dans son âge, je ne sais pas si c'est votre cas, Elisabeth, je ne me permettrai pas Vous êtes indiscret. je ne permettrai pas de poser la question, mais voilà, les années comptent double ou comptent triple. Enfin, on est même dans une séquence qui est pas où on a plus, d'avenir derrière que devant. Donc, conclusion, c'est aussi bien sûr un élément. Je n'ai pas dit que si j'avais 10 ans de moins, je ne continuerais pas avec l'énergie que j'ai déployée au cours des 30 dernières années. Mais ça n'est pas le cas. Donc non, je souhaite remercier les Calédoniens de m'avoir fait confiance aussi souvent, à autant de postes, à la fois à la province sud, au gouvernement, lors des provinciales, lors des législatives, de m'avoir élu et réélu. J'ai fait le maximum pour être digne de leur confiance. Ça n'a pas été une mince affaire. Vous savez qu'une vie politique, c'est compliqué, qu'on n'a pas toujours les majorités requises, que l'État n'écoute pas toujours ce qu'on a vocation à lui dire. Mais voilà, j'ai fait le maximum pour améliorer les conditions de vie des Calédoniens d'une part et pour faire en sorte qu'on vive dans le pays le plus apaisé possible. J'y suis pas toujours parvenu. J'ai mon lot d'échecs et mon lot de succès aussi. On va y revenir. En attendant, vous avez passé le relais, vous disiez, à la mairie de la Foi en 2008. 2008, Corinne avec Voisin. Et maintenant, paradoxalement, vous allez passer le relais, vous voulez passer le relais en quelque sorte à Nicolas Metzdorf dans la deuxième circonscription. La circonscription dont vous êtes le député depuis 2 mandats, vous ne vous présentez pas. C'est le candidat que vous soutenez. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de rancune, même s'il a fait dissidence de votre parti en mai Je 2019? vois que vous posez cette question avec un peu de gourmandise. Je me Non, trompe? ah oui, complètement. D'accord, ok. Vous savez, on est un certain nombre à avoir soutenu Emmanuel Macron à la présidence de la République. En ce qui me concerne, c'est depuis 2017. Et puis, pour d'autres, ça s'est révélé plus récemment. Bon. À partir du moment où on a fait le même Enfin, vous choix... ne l'avez pas soutenu de 2017 quand même. Enfin, au second tour, mais tout le monde. Enfin, c'était un choix. Le second tour, c'est un choix d'élimination. Vous n'aviez pas soutenu Emmanuel Macron au premier tour en 2017. Ah non. Voilà. Moi, Au second tour, on élimine. Vous avez voulu Ouais, mais enfin, ne pas soutenir Marine Le Pen, donc vous avez soutenu Macron. Mais non, il y a d'accord, beaucoup mais de je gens, suis quand le même. seul à l'avoir soutenu. Je rappelle que Pierre Frogier s'est abstenu de soutenir quiconque, que Sonia Baquet s'est abstenue de soutenir quiconque, que Pascal Vittori, Gaël Liano et d'autres ont appelé à voter Marine Le Pen, etc., etc. Donc, en sachant qu'en plus, 5 semaines après, j'avais les élections législatives, c'était pas automatiquement évident de soutenir Emmanuel Macron. Se réfugier dans l'abstention était quelque chose probablement électoralement de moins risqué. J'ai pris mes responsabilités politiques, considérant qu'on ne pouvait pas laisser entendre que Macron et Le Pen c'était bonnet blanc et blanc bonnet, dans la mesure où il y en a un qui soutenait le processus issu des accords de Matignon et de Nouméa, qui pour moi est central dans la vie du pays, et puis il y en a une autre qui s'était toujours opposée à ce processus. Donc voilà, j'ai des bases. On en revient aux législatives 2022. Oui. C'était ça la question. Alors la question, donc on est tous ensemble sur le soutien au président de la République. Comment envisager, à partir du moment où on a fait campagne ensemble, donc Nicolas Metzdorf, Gilles Brial, Sonia Baquès et nous-mêmes, ainsi que quelques autres, pour la réélection d'Emmanuel Macron, qu'ensuite on se présente les uns contre les autres aux élections législatives. C'était bien sûr inenvisageable, et si ça avait été le cas, ça aurait été ridicule. Donc il faut faire la part du feu dans cette affaire-là. Il faut mettre le mouchoir, effectivement, sur un certain nombre de désagréments qu'on a pu connaître au cours d'une vie politique, a fortiori avec des gens avec qui on a travaillé à un moment donné, ce qui a été le cas de Nicolas Metzdorf. Mais la question n'est plus de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de pleurer sur le lait renversé, comme Pierrette et son pot au lait. La question, c'est de regarder vers l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, c'est 2 candidats investis par la majorité présidentielle. Philippe Dunoyer dans la première circonscription et Nicolas Metzdorf dans la seconde. Et bien évidemment, nous soutenons ces 2 candidats et nous espérons demain qu'ils seront élus et qu'ils pourront accompagner le gouvernement et le président de la République dans la solution de sortie de l'accord de Nouméa. Parce que Calédonie Ensemble est signataire du texte de l'Union loyaliste, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la maison commune calédonienne de la majorité présidentielle. C'est ça. Voilà. C'est pas vous qui signez, c'est Philippe Dunoyer. Est-ce que votre retrait, votre départ était aussi l'une des conditions pour faire cet accord entre les 4 partis que sont Calédonie Ensemble, Génération MC, les Républicains calédoniens et... Vous savez, Parce qu'on dit souvent de vous, vous le savez... Allez-y, je vous en prie. Vous êtes un peu radioactif, c'est un terme que vous employez vous-même. Oui. Et qu'on s'est dit, ça passera mieux s'il n'y a pas Gomes sur le papier, quoi. S'il n'y a pas sa signature. Vous essayez de m'humilier. Loin de moi cette idée. Elisabeth, j'ai encore entendu vos éditos des semaines dernières. Je vois que votre langue reste particulièrement pointue. Non, le sujet n'est pas là. Non, si je vous dis ça, c'est parce que c'est pareil, ça se dit. Enfin, je veux dire, et vous le savez vous-même. Non, mais à partir du moment où il y a une union des non-indépendantistes, une maison commune calédonienne de la majorité présidentielle qui se met en place, que Calédonie Ensemble en fait partie et que j'ai annoncé mon retrait, j'ai annoncé ma volonté de ne pas me présenter aux élections législatives. Il faut mettre en accord mes dires et mes actes. Si je me mets en retrait, je dois me mettre effectivement en retrait et pas qu'avec la langue au cours de cette réunion très amicale dans votre station de radio. Il faut que impérativement ce relais à Philippe Dunoyer soit incarné, soit porté, soit illustré. Et il est illustré comment ? Il est illustré, par le fait qu'il est candidat de la majorité présidentielle dans la première circonscription. Il est illustré, 2, par le fait que c'est le signataire au titre de Calédonie Ensemble de la constitution de cette maison commune calédonienne de la majorité présidentielle. Un conseil politique a été tenu et je n'étais pas là. Il a été managé par Philippe Dunoyer et par Philippe Michel à l'université pour exposer la trajectoire que nous empruntions et obtenir le soutien de nos référents communaux et de nos élus, ce qui a été fait. Donc non, le retrait, c'est aussi Philippe Dunoyer qu'on verra beaucoup plus souvent dans l'ensemble des médias, qui portera la parole du mouvement, alors que je l'ai largement porté depuis qu'il a été créé le 11 octobre 2008 au Kwandu Beach, il y a maintenant 14 ans. Donc non, le retrait, il est à tous les étages, il est dans mes déclarations, mais il est également dans les faits. C'est ça qu'on doit
considérer. Là, je vais vous flatter, je ne vais pas vous humilier. Ah ben alors là, ça va être la première fois en 35 ans de radio, alors. Est-ce que Calédonie Ensemble peut survivre sans Philippe Gomes? On l'a souvent dit, sans faire injure aux gens qui vous entourent, que c'était vous qui animiez ce mouvement, qui en étiez l'âme, entre guillemets, qui en était le porte-parole, qui en était le représentant. Si vous retirez, est-ce que Calédonie Ensemble va continuer ou est-ce qu'il va se diluer dans la maison commune? Je crois que d'abord les mouvements politiques, et on l'a vu à l'échelle nationale, le Parti socialiste est moribond, les républicains ne sont pas dans une santé extraordinaire, de nouveaux mouvements politiques sont apparus sur la scène nationale. On a bien sûr La République En Marche, on a Horizon, on a le MoDem, même si c'est une même majorité. On voit la montée de l'Union populaire de Mélenchon, qui était à 2% il y a encore 15 ans de ça, et du Front National, qui était à 17% et qui est à 42%. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une restructuration du paysage politique partout. Si vous regardez ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles et le Front National de Salvini, c'est la même chose. Si vous regardez ce qui s'est passé en Espagne à un moment donné avec Podemos, qui a disparu aujourd'hui, c'est la même chose. Enfin, donc ce que je veux dire, c'est que on était dans un monde avant où il y avait des grandes familles politiques. Des grandes familles politiques qui structuraient la vie politique d'un pays pendant des décennies. La démocratie chrétienne en Italie, le Parti socialiste, l'Union de la gauche et le RPR, UMP ensuite en France métropolitaine, etc. Ce monde-là a disparu. Il n'y a plus de familles politiques en réalité. Il y a à chaque élection des évolutions, des coalitions, des formations qui naissent, qui sont incarnées. C'est plus d'ailleurs aujourd'hui des personnes qui incarnent quelque chose, une sensibilité, une idée, une vision, un avenir, que des formations stricto sensu telles qu'on a pu les connaître dans les temps passés. Et donc je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu aussi une grande époque, qui était celle du Rassemblement pour la Calédonie dans la République, dont j'ai été l'élu de 1988 à 2004, donc avec lequel j'ai fait quand même un grand bout de chemin, et notamment avec Jacques Lafleur à l'époque. Mais ensuite, cette formation politique matrice originelle s'est découpée ou scindée en plusieurs morceaux qui, à différents moments, se sont rassemblés ou reconstitués dans un certain nombre de projets. Attendez, je finis. Là, en l'espèce, la démarche dans laquelle on est, c'est justement d'essayer de la maison commune calédonienne de la majorité présidentielle, c'est d'essayer de se fédérer, non pas dans le cadre d'une simple alliance électorale de circonstances, mais dans le cadre d'un projet présidentiel que nous soutenons et auquel nous participons. Donc nous considérons que les fondations, les assises de cette maison commune calédonienne seront plus puissantes que les autres alliances de circonstances qui ont pu exister et qui ont souvent été post-électorales d'ailleurs. Hein. Alors certains disent que cette maison commune, ou en tout cas si on déconnecte du côté purement macronien, que cette union loyaliste en Nouvelle-Calédonie doit être une sorte de reconstitution du RPCR. C'est comme ça que vous voyez les choses et vous croyez que c'est possible aujourd'hui et que ça peut exister, cette grande alliance des partis non indépendantistes? Le Rassemblement pour la Calédonie dans la République avait cette force, qui a été la force de Jacques Lafleur pendant de nombreuses années, c'est d'incarner la Calédonie dans toutes ses dimensions. C'est ça qui a fait sa force et qui a fait sa puissance majoritaire, dans ses dimensions géographiques, à la fois broussarde, loyalcienne et urbaine. Je rappelle qu'à l'époque, par exemple, Pauta était maire de Lifou. Il était du Rassemblement pour la Calédonie dans la République, qu'on avait sur la côte Est des maires comme Auguste Paraou et Abbas Aouilou. Enfin, donc on avait vraiment une dimension géographique. On avait aussi une dimension sociale. Le Rassemblement, c'était aussi à la fois les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, mais aussi les ouvriers et les employés. Le premier parti à Rivière-Salée, à Tindu, à Logicop, à Camérès, c'était le Rassemblement. Donc, c'est ça la philosophie du Rassemblement, c'est ça qui a fait sa force. La maison commune calédonienne de la majorité présidentielle, elle doit tendre vers cet objectif-là. Elle doit arriver à incarner la Nouvelle-Calédonie dans toutes ses dimensions. Et ce que je souhaite, c'est que si les électeurs en décident ainsi, c'est-à-dire si Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf sont élus demain, c'est qu'ils puissent porter cette vision-là pour cette formation. Qu'on ne soit pas une formation segmentée, qu'elle soit géographique ou ethnique ou sociale, cette segmentation, mais une formation à l'image de la diversité du pays. C'est ça qui peut faire la force. Autrement, si on est segmenté, on retombera dans ce qu'on a connu dans le passé. Et vous pensez que cette alliance va tenir au-delà des législatives? C'est pas purement conjoncturel, c'est pas une alliance purement électorale?
Je ne sais pas que je le pense, c'est que j'en suis convaincu, j'en suis persuadé et convaincu pour une seule raison, une raison majeure, une raison essentielle, c'est qu'on a une échéance historique devant nous. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si là, on n'est pas rassemblés, c'est pas que des problèmes se poseront uniquement aux formations qui constituent cette maison commune calédonienne, mais des problèmes se poseront au pays. On doit la sortir de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire constitutionnaliser, modifier la constitution à la majorité des 3/5, c'est-à-dire les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles, pour mettre d'autres choses dans la constitution que les dispositions de l'accord de Nouméa. Donc on arrive au terme d'un parcours qui a duré 34 ans, pour construire autre chose. Donc, si on n'est pas rassemblé, on n'arrivera pas à se construire autre chose. Or, on voit qu'en face, le FLNKS, il est rassemblé, lui. Alors, certes, leur division interne, certes, leur savonnage de planches réciproques au sein de chaque mouvement, etc., tout ça, on le sait, enfin, pour ceux qui suivent attentivement l'actualité du FLNKS depuis 30 ans maintenant, et j'en fais partie, donc je sais très bien que derrière ces façades d'union, il y a des guerres interminables entre UC et Palika et au sein même de l'UC. C'est un fait politique. Pour autant, ils arrivent quand même à sortir des motions communes et à défendre des positions communes à l'occasion de cette sortie de l'accord de Nouméa. Pour l'instant, ils sont tous sur la ligne. Il faut qu'on négocie directement avec l'État, entre État colonial et peuple colonisé. Donc nous, on doit, de notre côté, faire les efforts nécessaires pour se rassembler. C'est indispensable. C'est une échéance à nul autre pareil. Et donc notre comportement doit être à nul autre pareil. Alors justement, vous, Philippe Gomes, est-ce que vous allez rater une échéance à nul autre pareil? Après cet investissement de plus de 30 ans dans les institutions, dans la vie politique calédonienne, vous n'avez pas envie de participer à la sortie, aux discussions sur l'avenir? Vous n'avez pas envie d'apporter une solution Bon, d'apporter une solution, ça serait d'une prétention, un signe. Ce qu'on apprend au bout de de 30 ans, contribuer à trouver une solution, on va dire. Ce qu'on apprend au bout de 30 ans de politique, c'est l'humilité. À défaut d'en être convaincu au départ, on l'apprend au fur et à mesure des étapes. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris. La politique, c'est l'école de la patience et de l'humilité. Donc, non, apporter une solution, non. Vous savez, les groupes de dialogue qui ont été organisés, qu'il s'agisse des accords de Matignon, de Nouméa, du groupe de dialogue d'Édouard Philippe, de la mission du dialogue de Manuel Valls, du groupe Le Cornu, pas Le Cornu, Le Prédour, oui, de Sébastien Le Cornu, etc. Tout ça a été décidé par l'État et ces formats ont eu des compositions diverses en fonction des temps d'abord, des temps politiques, et ensuite des personnalités qu'ils ont constituées. Donc moi, je ne suis pas demandeur de participer à ces discussions de sortie. Si je suis sollicité, bien sûr que j'apporterai ma contribution. On ne peut pas se désintéresser de la vie politique d'un pays auquel on a participé au cours des 35 dernières années. Mais mon retrait est un retrait global. Je suis encore élu au Congrès jusqu'en 2024, donc j'ai 2 années au sein du Congrès. Et vous allez siéger, là, vous allez continuer à siéger? Ah oui, bien sûr. J'ai siégé hier, par exemple, sur l'affaire Dupré. Oui. Nous sommes d'ailleurs intervenus avec Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf auprès du président de la République pour faire en sorte que la situation dans laquelle on se trouve ne perdure pas et que ce prêt puisse être signé le plus rapidement possible. Le financement de nos régimes sociaux, notamment, et du plan de relance dont on a bien besoin en dépendent. Mais non, voilà, je reste à la disposition de l'État et de la maison commune de la majorité présidentielle, si je peux être utile à quelque chose, mais je ne vais pas m'imposer en quoi que ce soit. Voilà. À défaut d'y participer, comment est-ce que vous voyez l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie? Comment on va s'en sortir là aujourd'hui? On voit, vous le disiez, hier les indépendantistes disent il y a une chose on ne veut pas négocier une nouvelle solution dans la République. Le référendum a 3 fois dit non à l'indépendance. Comment on s'en sort aujourd'hui? Les indépendantistes sont dans une phase de régression politique. Alors, la question c'est, est-ce que c'est une régression de posture ou est-ce que c'est une véritable régression? Pourquoi je dis une régression politique? Parce qu'on revient dans leur discours à leur mantra des années 80. À l'époque, le principe était on doit discuter de l'indépendance directement avec l'État. C'est une relation entre le peuple colonisé, le peuple kanak et l'État colonial. Et donc les autres, ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. La première rupture a été celle de Naville-les-Roches, où ils ont fini par accepter, dans le cadre de cette réunion qui s'est tenue sous la houlette à l'époque du ministre des Outre-mer, qui était Georges Lemoine, que les victimes de l'histoire, entre guillemets, participent à l'avenir du pays. Mais à l'époque, la définition des victimes de l'histoire était extrêmement restrictive. Il fallait être né en Nouvelle-Calédonie et avoir l'un de ses 2 parents qui étaient nés en Nouvelle-Calédonie. Bon, donc c'était une ouverture quand même très, très restreinte.
Et puis la véritable révolution, ça a été Jean-Marie Tjibaou quand il signe les accords de Matignon. Et où il dit tous ceux qui sont là en 88 pourront participer au référendum qui à l'époque était prévu en 98. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la parole qui a été donnée par Jean-Marie Tjibaou, par le FLNKS à ce moment-là, c'est deux choses. Un, il n'y a pas que les Kanaks qui décident de l'avenir du pays, c'est l'ensemble des Calédoniens, y compris ceux qui ont construit le pays et qui sont arrivés après, qui décident de l'avenir du pays. Et deux, cet avenir, il se décide dans le cadre de référendums démocratiques où chacun va voter oui ou non à l'indépendance. Quand ils disent aujourd'hui, on va aller discuter directement avec l'État, comme ils le disaient dans les années 80, c'est comme s'ils tiraient un trait sur ces 40 années d'histoire politique. Et donc ça, c'est revenir sur une parole qu'ils ont donnée. On sait que la parole des anciens est essentielle dans le monde kanak, a fortiori des figures totémiques comme celle de Jean-Marie Tjibaou. Et donc j'espère qu'une fois passées les élections législatives, un petit peu d'agitation préélectorale, ils reviendront aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'on doit faire ensemble, que ça a été décidé comme ça il y a 40 ans, et qu'il est hors de question de revenir dans des schémas politiques qui ne sont plus adaptés au temps actuel. L'accord de Nouméa se termine, vous le savez, par cette phrase sibylline, si on a dit 3 fois non, on se retrouve autour de la table pour discuter de la situation ainsi créée. Vous croyez que ça va se passer comme ça? Il va y avoir 3 partenaires à nouveau, l'État, les indépendantistes, les loyalistes, ou est-ce qu'il faut carrément trouver autre chose et sortir la Calédonie de l'accord de Nouméa de façon déterminée? Non, mais nous, on croit à 3 choses. Et puis après, il y aura de toute façon une solution qui s'imposera pour l'État. Les 3 choses, c'est qu'on a réussi à arriver ici par, le dialogue, difficile, heurté, parfois désespérant, mais c'est bien comme ça qu'on a fini par cheminer ces 35 dernières années. 2, le consensus, c'est l'aboutissement du dialogue, un mode de décision où tout le monde est d'accord, où c'est l'unanimité, ce qui n'est pas évident parce que ça nécessite pour chacun de faire des pas vers l'autre. Et puis enfin 3, comment dire ça, le respect des convictions de l'autre, qui est essentiel. La conviction de l'autre, ça n'est pas la tienne, mais en tout cas tu la respectes. Et moi j'attends des non-indépendantistes qui respectent la conviction des indépendantistes, au même titre que j'attends que les indépendantistes respectent la conviction des non-indépendantistes. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent aujourd'hui, on va négocier directement, on ne respecte plus la conviction des non-indépendantistes. Ils sont déjà gentils de ce chemin. Si on n'arrive pas à reconstruire sur la base de ce triptyque-là, dialogue, consensus, respect, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas d'autre solution pour l'État que de prendre ses responsabilités, puisqu'on ne peut pas rester en l'air comme ça, comme en lévitation, en dehors de la Constitution, avec de nouvelles élections qui ne sont pas organisées, un nouveau corps électoral qui n'est pas défini, des institutions qui ne sont pas, elles aussi, structurées. Donc, à partir de ce moment-là, l'État devra, si on n'arrive pas à un chemin ensemble, à partir de ce moment-là, l'État devra obligatoirement, parce que c'est la République, parce que c'est la France, parce que c'est la Constitution, prendre ses responsabilités pour inscrire, je vais dire, autorité relative, puisqu'il faut les 3/5 des membres du Parlement. Et il n'est pas impossible qu'il y ait quand même beaucoup de députés de l'Union, de la gauche populaire ou beaucoup de députés de Marine Le Pen. Donc on va se trouver quand même dans une configuration où une majorité des 3/5 ne sera pas automatiquement facilement au rendez-vous. Mais pour autant, l'État devra prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment en l'air. Moi, ce que je souhaite, et je terminerai là-dessus si vous le permettez, c'est ce que j'ai défini et développé à l'Assemblée nationale, c'est qu'on trouve un consensus définitif sans exercice à nouveau du droit à l'autodétermination. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Moi, je considère que le processus de décolonisation dans lequel on est engagé depuis 40 ans est achevé. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Bien sûr, des inégalités subsistent, on est d'accord. Bien sûr, des déséquilibres subsistent, on est d'accord. Mais on a achevé un processus qui a duré pendant 40 années. Donc une fois qu'on l'a achevé, l'ONU, dans ses différentes résolutions adoptées dans les années 60 et 70, a prévu qu'effectivement un processus de décolonisation a été achevé quand on arrive à l'indépendance association ou État associé, à l'intégration dans l'autorité de tutelle. Et puis dans une résolution de 1970, l'ONU a dit « Le processus de décolonisation peut être achevé par tout statut librement négocié et adopté par les populations intéressées. » Donc, on peut parfaitement négocier. C'est ce fameux statut qu'il faut essayer de trouver, qui soit... Le statut est un terme un peu qui fleure bon les années 80. C'est une organisation politique institutionnelle en réalité.
Donc on peut achever un processus de décolonisation. Et quel est l'intérêt de dire que ce processus est achevé? C'est qu'il n'y a plus d'exercice du droit à l'autodétermination, il n'y a plus de référendum pour ou contre l'indépendance. On sort du tunnel, on sort de la nasse dans laquelle on s'est peu à peu laissé glisser, où on a été au fur et à mesure du temps séparés. C'est-à-dire au lieu de nous rassembler, on s'est séparés. Donc sortons de cette nasse, offrons aux nouvelles générations calédoniennes, qu'elles soient kanak ou non kanak, quelle que soit leur sensibilité politique, un autre horizon qu'un nouveau référendum pour ou contre l'indépendance, qui va encore d'une part, nous conduire à nous séparer, et qui va d'autre part être un élément d'instabilité en termes de développement économique et social dans notre pays. Donc voilà, s'il y avait une sorte d'idéal à atteindre, c'est celui-là. Et si on n'arrive pas à ça, imaginons qu'on n'arrive pas à ça, imaginons que cet idéal ne soit pas à portée de main, imaginons qu'au bout du compte, les pas les uns vers les autres ne soient pas suffisants pour que ce statut définitif au sein de la République puisse être adopté. C'est une proposition personnelle que je fais, Elisabeth Noir, hein, donc ne la mettez pas sur le dos de quelqu'un d'autre que le mien. Je crois que si jamais le droit à l'autodétermination doit perdurer, il faut en changer la nature. Si jamais on doit véritablement considérer que le droit à l'autodétermination doit continuer à exister, si les indépendantistes refusent d'y renoncer, refusent de considérer que la décolonisation est achevée, à partir de ce moment-là, il ne faut plus que ce soit un droit exercé les uns contre les autres, mais un droit qu'on exerce les uns avec les autres. Je m'explique aujourd'hui, au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il suffit qu'un tiers des membres du Congrès ne demandent l'exercice du droit à l'autodétermination, un référendum pour qu'il soit organisé. Je crois que s'il doit être maintenu, à partir de ce moment-là, il faudra qu'on ait une majorité qualifiée des 2/3 ou des 3/5 qui demandent l'exercice du droit à l'autodétermination. Ça voudra dire que collectivement, je ne sais pas, dans 10, 20, 30, 50 ans, les générations qui seront après nous, on aura décidé de cheminer différemment au plan politique. Mais c'est collectivement qu'on l'aura décidé. Ce n'est pas les indépendantistes contre les non-indépendantistes ou les Kanaks contre les non-Kanaks. Ce sera une initiative collective du peuple calédonien et la majorité, par exemple, des 2/3 des membres du Congrès pour demander l'exercice du droit à l'autodétermination est, à mon avis, une manière philosophique de changer la nature même de l'exercice de ce droit. En tout cas, si jamais le consensus définitif sans exercice du droit ne peut être obtenu, c'est la perspective dans laquelle, si j'avais un mot à dire quelque part, je me situerais. C'est ce que j'allais vous dire, vous vous retirez, mais vous avez quand même encore des propositions à faire. Je me permets de penser, j'espère que vous m'en là, je ne me retire pas de toute pensée non plus. Hein, voilà. En un mot, votre plus grande fierté, votre plus grand regret dans cette ère politique rapidement, hein, parce que le temps passe malheureusement. Mon plus grand regret, c'est qu'on n'ait pas réussi collectivement, et je prends ma part de responsabilité dans cette affaire. C'est pas jeter toujours la faute ou l'opprobre sur les autres. Je sais qu'on est en campagne électorale et que c'est... pas vous. Et que c'est à la mode. Enfin, je soutiens les candidats de la majorité présidentielle. Donc, je suis quand même, on doit considérer que je suis en campagne électorale aussi, même si je ne suis pas candidat moi-même. Mais c'est qu'on n'ait pas réussi cette pépite des accords de Matignon, qu'on n'ait pas réussi véritablement à lui permettre de produire toutes ces richesses. On est passé collectivement, les indépendantistes ont leur part de responsabilité, nous avons notre part de responsabilité. Hein, je ne cherche pas à faire quelque chose de politicien en disant ça, mais on est passé collectivement, à mon avis, à côté de quelque chose. L'État aussi, probablement, a été trop hésitant à un certain nombre de moments de l'histoire où il aurait pu aiguiller, inciter, prôner, où il ne l'a pas fait. Les indépendantistes sont toujours restés dans leur créneau originel, dans leur zone de confort, sans vouloir en bouger, parce qu'en bouger, c'était prendre des risques et qu'ils ont voulu prendre aucun risque et qu'ils se sont neutralisés entre eux aussi. Nous, non-indépendantistes, on n'a pas été aussi dans nos concurrences individuelles ou politiques nombreuses. On n'a pas été aussi, à mon avis, à la hauteur des enjeux. Donc, collectivement, c'est quand même un sentiment, je le regrette, c'est un sentiment d'échec. Bon, c'est pas un échec dramatique, puisque le pays a avancé, des choses se sont faites. La Calédonie des années 80, c'est plus celle de 2020. Donc je veux relativiser cette notion d'échec, mais je suis sûr qu'on aurait pu collectivement, on se connaît tous, de Ouamitan, Néaoutine, Mapuenko, à Frogier, Baquès et Santa et quelques autres, on aurait pu, je pense, faire mieux, peu mieux faire. À la sortie, je crois que le bulletin de notes sur la classe politique calédonienne, ça pourrait être un peu mieux faire. Ça, c'est mon plus grand regret. Et ma plus grande joie, bien sûr, elle est simple. Hein, c'est que quand j'ai été élu maire de la Foi pour la première fois en mars 89,
un jeune Calédonien d'adoption de 30 ans, qui est soutenu par quelqu'un qui était extraordinaire, auquel je veux rendre hommage. C'est Georges Guillermet, hein, éleveur, boucher, le sorcier de Fontroiry, qui a gagné 3 fois la Coupe Clark d'affilée avec le même jockey, Jacques Hillier, et le même cheval Balto, qui était une légende. Et Georges m'a soutenu, ce vieux Calédonien de plusieurs générations, dans ce petit village de Brousse, qui soutient un jeune Blanc-bec qui arrive et qui prétend faire de la politique, et donc qui est élu maire de la foi. À l'époque, j'avais fait 60% des voix, ce qui était bien. Et voilà, et toute l'équipe, bien sûr, que j'avais à l'époque. Donc ça, c'est une joie. C'est probablement aussi la première victoire électorale. C'est une victoire sur une liste qu'on tire, sur son nom, bien sûr, avec une équipe qu'on a constituée. Donc voilà, j'en ai gardé un souvenir merveilleux. Et voilà, elle fait partie de mon panthéon personnel de ma vie politique. Vous allez faire quoi maintenant ? Beaucoup de choses, mais ça relève de ma vie privée, donc vous me permettrez de ne pas en parler. Je vous le permets. Merci Philippe Goës, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.